20h47, on a dépassé. Ok, cancer du sein. Donc, je change de titre et pendant ce temps-là, vous allez, vous qui avez été atteinte, on va parler au féminin, d'un cancer du sein, me dire de quel sein, apparu à quel âge, si vous avez des enfants, combien, quel âge ils ont, si vous êtes droitière ou gauchère. Le cancer sur quel sein, apparu quand, vos enfants, l'âge qu'ils ont, et j'ai oublié un truc, si vous êtes droitière ou gauchère. Un petit résumé, pendant ce temps-là, je change le titre pour que les gens qui la découvrent ne reposent pas la question dans le chat. Boum, 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 boum. Modifier. C'est un gros sujet ce soir. C'est un gros sujet fortement émotionnant. Nous avons Céline et Maria qui sont intéressées pour parler du cancer du sein. Et on fera un petit tour sur le papillomavirus aussi. Donc, j'attends, Céline, Maria, vos expériences en très très raccourci, c'est-à-dire quel sein toucher, si vous avez des enfants, quel âge ils ont, et droitière ou gauchère. Vous rajoutez quand est-ce que le cancer a été détecté. Je vais parler de cancer ce soir et je vais faire un petit peu de théorie avant. Ah, Céline, ça marche pas si c'est pas toi. Alors, Maria, cancer du sein gauche détecté le 9 juillet. Une fille de 21 ans et tu es droitière. Bien. Si quelqu'un d'autre est un papillomavirus, on en parlera aussi, Céline. Ok, donc Maria, c'est à toi. Je vous préviens tous tout de suite, on va pas faire de thérapie, c'est pas l'idée, c'est pas le lieu pour ça. Je vais tenter d'ouvrir des portes pour vous montrer que le décodage biologique associé à la thérapie familiale, qui forme la thérapie émotionnelle familiale et transgénérationnelle, est assez, on va dire, percutant pour aller trouver la source émotionnelle des maladies. En tout cas, c'est possible pour les maladies, mais c'est aussi possible pour les comportements indésirables. Nous avons donc un cancer du sein gauche détecté le 9 juillet de cette année, je suppose, une fille de 21 ans droitière. Ok. J'ai donc dit que j'allais faire un petit peu de théorie. Alors, en décodage biologique, on voit toutes les maladies. Alors, je fais un peu de généralité parce que vous qui êtes sur ma page, là, qui me voyez, vous ne savez pas forcément comment je travaille ni ce que je fais. Et peut-être que mes idées vont vous paraître bizarres ou étranges, et c'est très bien, parce que c'est exactement dans ce sens-là que je vois les choses. Aujourd'hui, la médecine nous aide grandement. Elle m'a sauvé la peau il y a 20 ans, et je la remercie tous les jours en me réveillant. Les chirurgiens ont fait du très bon boulot. Je prends aujourd'hui des médicaments tous les jours qui me permettent d'améliorer la facilité de ma vie, on va dire. Donc je remercie aussi les labos pharmaceutiques pour continuer à produire ce médicament-là. Mais une fois que j'ai eu survécu, que je me suis réveillé du coma artificiel, bien sûr, pour protéger mon cerveau à l'époque, j'avais des séquelles.
Et j'ai passé 2 ans au centre de rééducation. Je suis arrivé avec une moelle épinière bien écrasée, avec des membres inférieurs qui bougeaient pas des masses et qui ont commencé même à perdre de, de la motricité en cours de rééducation dans les 6 premiers mois. Je voulais vérifier que la moelle épinière était vraiment touchée, que c'était vraiment en train de pas s'arranger. Enfin, c'est ce que le chirurgien qui m'avait opéré m'a dit, que ça n'allait pas s'arranger. Mais je me suis accroché et puis je suis parti sur une piste que j'ai suivie et je me suis accroché. J'avais un esprit de compétiteur qui a fait que je m'en suis sorti un petit peu plus facilement que les autres qui étaient avec moi en rééducation. J'ai vu des gens abandonner au bout de 6 mois. Ils remarchaient à peine et puis ils avaient baissé les bras, ils rentraient chez eux. Et moi, non, c'était hors de question que je ne remarche pas. En tout cas, que je ne sois pas autonome. Au moins, c'était l'autonomie que je voulais. Et comment dire? Et j'ai commencé à penser différemment. J'ai commencé à penser différemment parce que mon oncle, Claude, qui était ostéopathe en méthode Poyer, est passé me voir quelques fois, me faisait quelques séances, et à chaque fois, ma kiné me disait « Waouh, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est vachement plus souple, c'est vachement plus agréable. » Et elle était kiné, elle me voyait depuis le début, et je suis resté 2 ans en rééducation, je reprends l'idée. Donc chaque fois qu'elle me voyait, qu'elle trouvait que c'était plus souple, c'était vraiment qu'elle le voyait, c'était pas du cinéma que je me faisais moi-même, c'est bien elle qui le voyait. Et cette thérapie manuelle énergétique en méthode Poyer, c'est ni plus ni moins qu'une ostéopathie énergétique où on va faire des points de correction sur le sacrum pour corriger des systèmes énergétiques qui vont bloquer les articulations. Et avec ça, ben, je progressais. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'il faisait. Et, euh, et ça m'a plu. Ça m'a plu. Ça m'a plu en fait le rapport, le lien que j'avais avec cette kiné, Stéphanie, que je la remercie si jamais quelqu'un la connaît, et j'ai perdu ses coordonnées. Je ne sais pas ce qu'elle devient et j'aimerais bien lui, lui témoigner en direct mes remerciements. Stéphanie, qui était kiné à Saint-Hilaire-du-Touvet en 1999 à 2001, au CMUD. Stéphanie Bertin. Bertin. Ouais, je me trompe peut-être. Je suis peut-être trompé pour autre chose. Bref, peu importe, ceux qui la connaissent, ils la connaîtront. Stéphanie en kiné, il n'y en avait qu'une, et c'était elle. Et j'ai aimé beaucoup le contact, en fait, le côté humain qu'elle a apporté dans son travail, où elle m'a poussé bien plus loin que ce que les médecins pensaient, que ce que les médecins me pensaient capable de faire. C'est-à-dire qu'elle, elle en sentait plus que les médecins, elle me connaissait et elle me poussait très loin. Et ça m'a permis d'avancer avec ce côté humain. Mais quand je suis sorti de Saint-Hilaire, malgré tous ces excellents soins, c'était quand même des spécialistes de la rééducation, j'avais encore 2 béquilles. Je marchais avec 2 béquilles, il me fallait absolument 2 béquilles pour marcher. Donc pour porter quoi que ce soit, j'avais besoin d'un sac à dos, parce que mes 2 mains étaient pleines. Et pour moi, au bout de 2 ans d'éducation, c'était pas ce que je voulais. Je voulais plus que ça. J'ai fait encore de la kiné à l'extérieur, qui m'a aussi aidé. Méthode Mézières, uniquement, il n'y a que ça qui m'a aidé, une méthode complète, vraiment très très bonne. Mais n'empêche que mes causes, mes séquelles étaient là. Et j'avais l'idée d'aider les gens, parce que j'avais aimé le métier que faisait Stéphanie, mais je ne voulais pas devenir kiné, puisque j'avais déjà un poste intéressant dans un bureau d'études. Et ça aurait été une régression salariale que je ne trouvais pas très logique. Donc j'ai cherché. Puis je suis tombé sur méthode Poyer, je suis revenu vers mon oncle qui proposait des formations. Je me suis formé avec lui, et là j'ai appris qu'il y avait autre chose, bien autre chose que la médecine, bien autre chose que les kinés, bien autre chose que les médicaments. Et vraiment en 2 ans, en 4 ans de formation, j'ai récupéré beaucoup de choses. J'ai continué à récupérer, alors que les médecins, médecins rééducateurs, dont c'est la spécialité, au bout de 5 ans, ils annoncent
une fin de la récupération. C'est, selon eux, plus possible de récupérer quoi que ce soit après 5 ans. Bref, j'ai continué à récupérer même après 5 ans. Et Claude, mon oncle, nous a dirigés, on va dire, vers le décodage biologique. Oui, Stéphanie Bertin, les Stéphanie Bertin sont top, mais je ne suis pas sûr que ce soit Bertin, du coup. C'est peut-être juste mon cerveau qui fait des nœuds. Mais c'était Stéphanie, c'est sûr. Hein. Il me semble que c'est Bertin, mais je ne suis pas sûr. Bref, peu importe. Enfin, peu importe, non, pas pour elle, j'aimerais bien la retrouver. Après ça, méthode Poirier, qui nous sensibilise au décodage biologique. J'ai vu dans quelques séances démonstration que faisait Claude pour nous montrer comment travailler. J'ai vu ce que ça faisait, le décodage biologique. Donc on lui a demandé où on s'était formé, où il s'était formé. Christian Flech est sorti de là. Il est venu à Grenoble nous faire des cours. On était une trentaine. Oui, Christian Flech, décodage biologique. Et je me suis lancé dans la formation en décodage biologique, où on a appris aussi de la PNL, programmation neurolinguistique, où on s'est sensibilisé au transgénérationnel. Et j'ai développé tout ça. Et le décodage biologique, lui, nous parle, en tout cas nous prépare à accompagner des gens qui le désirent sur leur cancer. Le cancer, c'est les cellules cancéreuses sont des super cellules. En fait, il leur manque un gène. Il manque le gène du vieillissement. C'est pratique. Donc, elles sont immortelles. C'est pour ça que détruire un cancer, c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas attendre que les maladies meurent d'elles-mêmes en empêchant que ça se prolifère. Non, il faut non seulement empêcher que ça se prolifère, mais en plus tuer celles qui sont actives. Donc, dans le décodage biologique, le cancer, il est considéré comme une super solution biologique à une super émotion. Mais voilà. Le principe du décodage biologique, c'est il y a une émotion, un conflit émotionnel que je n'ai pas traité, que je n'ai pas su régler. Mon cerveau ne sait pas s'en sortir. Il va donc, notre système biologique va l'enterrer dans le subconscient. Et le subconscient étant piloté par lui-même, eh ben c'est lui qui va utiliser la biologie, puisque c'est la biologie qui est pilotée par le subconscient. D'accord ? D'accord, hein, c'est votre cœur qui bat, c'est pas vous qui décidez, votre pression artérielle, c'est pas vous qui décidez. Il y a un super ordinateur central, que moi j'appelle l'inconscient, qui pilote toute votre biologie, qui vous fait pousser les poils quand vous êtes mature pour ça, qui fait changer votre voix chez les garçons, qui fait tout ce qu'il y a à faire au jour le jour, à la minute et à l'instant même. Et dans ce cas-là, pourquoi ce super système hyper sophistiqué, mais vous n'imaginez pas l'usine à gaz que vous avez dans votre corps physique, l'usine biologique pour fabriquer les hormones qu'il faut, pour piloter tel organe, pour faire monter le rythme de tout ça, il faut tels organes, telles hormones très précises qui vont piloter le rythme, et puis telles hormones qui vont faire hop, plus vous faire grandir, et d'autres, etc., etc. Vous êtes piloté par des hormones, mais qui sont pilotées par des organes qui eux-mêmes sont pilotés par un inconscient biologique. Pourquoi cette super machine, elle s'amuserait à créer un cancer, donc quelque chose qui va potentiellement vous tuer, parce que c'est ce qu'on projette, hein, c'est juste ce qu'on projette. Pourquoi cette super machine s'amuserait à se détruire elle-même? Mais en fait, elle ne cherche pas à détruire elle-même. Elle vient nous envoyer un message. Alors, le message, il est un peu raide, ouais. Il est un peu raide, mais globalement, ça veut dire qu'on n'a pas trop écouté les messages d'avant. Et juste parce que c'est pas entendable, hein, c'est pas parce qu'on est fainéant ou quoi que ce soit, où il n'y a pas de culpabilité à avoir là-dessus. Non, c'est juste très difficile à entendre. Et c'est pour ça qu'on a mis un peu le message de côté, il est passé sous la pile des post-it qu'on avait. Ce message, il est
de l'ordre dire, voilà, c'est absolument insupportable, d'être, séparé de mon enfant, d'avoir peur qu'il meure, d'avoir peur de manquer, d'avoir peur de mourir, et cetera. C'est absolument insupportable émotionnellement et moi, biologie, je viens te dire que tu as ça en toi, à travers ce cancer et je viens dire qu'il faut que tu fasses quelque chose parce que c'est psychologiquement insupportable, c'est émotionnellement insupportable, pourtant c'est là et ça pilote ta vie. Donc si tu veux évoluer, eh ben, il faut que tu fasses quelque chose. Et pour que tu évolues, ben, je vais t'envoyer un gros signal qui va te pousser à évoluer. Et le cancer du sein, ça fait partie de ces signaux-là. La maladie, elle a un sens biologique qui vient en fait vous signaler que quelque chose ne va pas et qu'il est temps d'y remédier. C'est pas de votre faute, c'est pas de votre conscient, c'est votre biologie qui pilote ça. À partir du moment où vous prenez ce message-là de maladie comme un signal extérieur, vous allez pouvoir commencer à travailler sur ce qui se trame à l'intérieur, de façon à plus souffrir de ces émotions-là et évoluer. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le public qui est de plus en plus nombreux à être ou à avoir été touchés, concernés de près, soi-même, hein, j'entends, parce que les autres ne m'intéressent pas, soi-même par un cancer du sein? On a Maria, cancer du sein droit, détecté le 9 juillet. Maria, est-ce que tu peux me rappeler ton âge, s'il te plaît? Et Maria, elle a une fille qui a 21 ans. Et Maria, elle est droitière. Si quelqu'un d'autre est touché, est intéressé ou alors concerné par un cancer du sein, merci de vous signaler si vous voulez que je vous aide aussi à comprendre quelle serait la porte à aller ouvrir pour traiter ce conflit émotionnel qu'il y a derrière cette porte. Parce que tant que vous n'allez pas traiter votre conflit émotionnel, il faudra vous en remettre dans les mains de la médecine qui fait très bien son boulot, soit, mais si jamais il y avait une autre possibilité d'être soutenu dans cet événement-là, je pense que vous ne seriez pas contre. Cancer gauche, pardon. Oui, tu es droitière. Pardon, Maria. Donc, si quelqu'un d'autre a souffert ou souffre d'un cancer du sein, merci de 44 ans pour Maria. Ok. Alors, je vais commencer à poser quelques questions à Maria pour la faire avancer vers cette porte. Je ne sais pas quelle est cette porte, hein. Moi, je ne la connais pas, c'est Maria qui va me guider à travers ses réponses. Et juste pour vous montrer que, en quelques questions bien posées, Maria peut arriver à comprendre, à savoir d'où vient émotionnellement cette maladie, dans le principe où les maladies sont déterminées par vos conflits émotionnels qui n'ont pas été réglés. D'accord. Donc si quelqu'un d'autre a aussi eu ou a des problèmes de cancer, merci de vous le dire, comme ça je pourrais travailler sur deux à la fois, c'est pas un problème. Les gens arrivent, mais ils ne posent pas leurs questions. Bien. Cancer du sein gauche chez Maria qui a 44 ans. Tu es née quand, Maria? Tu as eu dépisté le 1er juillet. Les symptômes datés du 1er juillet, eu des symptômes avant. Comment ça s'est passé le dépistage? Même question pour les autres. Encore une fois, ce que je vais dire, ce ne sont que des hypothèses, c'est qu'une façon de voir la maladie. Vous pouvez très bien ne pas accrocher avec ça, et je suis entièrement d'accord avec vous qui n'accrochez pas. Voilà, c'est pas une vérité, c'est l'hypothèse du décodage biologique que j'ai vérifié très souvent, soit, mais il n'y a pas de vérité universelle, ça va toucher certaines personnes et pas d'autres. Donc pour l'instant, on attend la réponse de Maria. Elle a un cancer du sein gauche, elle a une fille de 21 ans, elle est droitière, elle a eu son cancer
en 1er juillet de cette année qui a été détecté, mais je voulais savoir s'il y a eu d'autres symptômes avant ça. Il y a plein de gens qui arrivent, mais toujours pas d'autres cancers. Je vous rappelle, ce que vous qui venez d'arriver, si vous avez été victime, si vous avez, j'aime pas victime, si vous avez souffert d'un cancer du sein, je vous invite à témoigner et je pourrais peut-être vous aider à trouver des pistes qui vont vous aider à mieux traverser cette épreuve parce que vu comme c'est présenté par la médecine, c'est une épreuve. Alors que, voilà, en décodage biologique, on voit plutôt ça comme une chance de changer quelque chose dans sa vie durablement. Et toutes les personnes que j'ai suivies qui ont fait qui sont rentrées, on va dire, dans l'hypothèse que je proposais, donc qui ont suivi le processus jusqu'au bout, sont contentes d'avoir changé leur vie en plus d'avoir réglé leurs problématiques. Né le 15 août 75, j'ai trouvé une boule dure dans mon sein gauche parce que ça me faisait mal et c'est en dessous du métal du sein gauche. Écoute, il aussi dans le 9 juillet. Ok, la boule dure dans le sein gauche, c'était le 9 juillet, en tout cas juste avant. C'était le 15 août, donc tu avais 44 ans à peine. Bien. Partons de là. Si c'est la même année que tu l'as découvert, je vais te poser juste une question. C'est une autre question sur le cancer, pardon. C'est le cancer des tissus de soutien ou un cancer des canaux galactophores. C'est deux choses complètement différentes. Est-ce que tu peux nous donner le nom scientifique de ton cancer? Parce que suivant le tissu qui est atteint, il y aura une lecture émotionnelle différente. Deux semaines avant, ok, c'est ça. Donc on est bien sur cette piste-là. C'est bien juste avant 44 ans, on va partir sur 44 ans de base. Globalement, le cancer, il met à peu près 6 mois à être détectable. Alors après, si c'est une boule qui est mal placée sous ton tissu, sous ta barrette de soutien-gorge, il a peut-être que 2 ou 3 mois. Mais peu importe, on va voir, on va utiliser cet écart-là pour partir dans l'histoire. Je rappelle à ceux qui viennent d'arriver qu'on est en train d'explorer le cancer de Maria pour potentiellement lui donner des pistes émotionnelles sur les causes qui auraient un triple négatif. Oh, c'est quoi un cancer triple négatif? Là, il va falloir faire appel à Google parce que je ne suis pas médecin, je n'ai pas les termes des médecins. Alors, cancer, ça. Carcinome canalaire. Donc, on est bien dans les canaux. Je vérifie ça. La plupart des cancers du sein, triple négatif type basal. Triple négatif, les jeunes femmes non opposées. Ok. Donc ça touche bien les canaux galactophores, ceux qui amènent le lait. Oui, sur le papier de la biopsie, ça doit être marqué ce que c'est comme type de cancer. T'en vas pas trop loin, Maria, j'ai encore besoin, je n'ai pas besoin de toi, c'est avec toi que je suis, donc on part sur cette hypothèse. On va vérifier l'autre aussi, pas par pur acquis de conscience, mais ok. Tu as une fille, tu dis, elle a 21 ans. Qu'est-ce qu'elle vit dans sa vie en ce moment, ta fille? En ce moment, qu'est-ce qui s'est passé de très très particulier? C'est détecté en juillet, on va dire fin d'année scolaire,
un peu plus exact, allez, avril-mai. Avril-mai 2019, qu'est-ce qu'elle a vécu de particulier? Avril-mai 2019, qu'est-ce qu'elle a vécu de particulier, ta fille? Je fais une hypothèse, je pose une question pour vérifier mon hypothèse. J'ai une hypothèse, je pose des questions et on va voir, suivant sa réponse, si on garde cette piste-là ou si on part complètement sur autre chose. Il y a un blanc parce que j'attends. Et je vais poser une question à vous toutes, hein, parce que vous tous, vous ne pourrez pas répondre, vous n'êtes pas équipés. Rien de flagrant qui viendra à l'esprit. Ok. Alors, je vais plus loin dans ma question. Rien de flagrant qui viendra à l'esprit. Qu'est-ce que globalement ta fille vit de compliqué émotionnellement en ce moment? Pouf, ça c'était pour Maria. Les autres personnes, et Maria aussi, pardon, vous êtes tous en même temps, à quoi ça sert un sein? Et plus précisément, à quoi servent les canaux galactophores dans un sein? Ça, la réponse doit être facile. Le sein, il sert à allaiter. Ouais, c'est la fonction première. Ok. Allaiter, donc, nourrir ton enfant. D'où ma question, est-ce que vous avez des enfants? Quel âge ils ont? Ok. Si on regarde au niveau biologique, l'hypothèse du décodage biologique, qui est de surmultiplier les cellules au niveau des canaux galactophores, c'est pour avoir un super sein. C'est-à-dire pour être sûr de bien nourrir ta fille, on va dire métaphoriquement. Bien que les cancers, les cellules cancéreuses soient des cellules vivantes, actives, je vais dire, on est plus au niveau du cancer. Laitement Germain, Monsieur Germain Rémy Fricard, bonjour. Anne-Laure, oui, l'allaitement, tout à fait, on vient de poser. Donc, si ces canaux galactophores sont boostés par des super cellules cancéreuses qui ne veulent pas mourir, que ça parle d'allaitement, quel pourrait être le sens pour toi, Maria, de nourrir, alors je dis ton enfant, on va voir ce qui se passe avec ça. Pourquoi tu aurais besoin particulièrement de la nourrir plus que d'habitude? Qu'est-ce qu'elle vit de particulier sur le début 2019, on va dire, pour arrondir, entre janvier et juillet 2019? Qu'est-ce qu'elle vit de particulier qui fait que tu aurais un besoin supérieur à l'habitude de la nourrir? Je suis curieux de savoir ça. En tout cas, c'est peut-être bien là que réside le problème. Et je vais te poser une autre question, Maria, en même temps. Comment va ta mère? Qu'est-ce qui s'est passé pour ta mère entre janvier et juillet? Passé de compliqué, de dramatique, ou peut-être tu as eu peur de la perdre. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça avec ta mère ou pas?
Peut-être de rien de particulier depuis 2019, mais peut-être depuis qu'elle est en Écosse. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que toi tu ressens quand ta fille est en Écosse? Et là, c'est sur toi, hein, c'est pas elle, mais qu'est-ce que toi tu ressens depuis qu'elle est en Écosse? Ah, Céline, bah, désolé, on parlera pas de papillomavirus du coup. Prochain lundi. On reste concentré sur Maria. Maria, qu'est-ce qui s'est passé pour ta mère depuis début 2009? Alors, tu m'écris Empty Nest Syndrome au début. Ça veut dire quoi, Empty Nest Syndrome en français? Empty, c'est vide. Ok, Nest, je l'ai pas. Mhm. Il n'y avait pas la question sur ta mère aussi. Rien pour ma vie, sans elle en permanence chez moi. Syndrome du 18 quand les enfants partent. Ah, ok, ça marche. Merci, Aurélie. Syndrome du nid vide. Bien. Comment c'était pour toi? C'était quand ça? Quand elle est partie en Écosse pour ses études, je suppose, il y a combien de temps? En septembre l'année dernière? Ou déjà l'année d'avant? Et du coup, ça fait un peu loin pour ça, c'est pour ça que je te rebranche sur ta mère. Opération de vésicule biliaire pour maman, mais pas eu peur de perdre. Ah, il y a 3 ans. Hmm. Opération de vésicule biliaire pour maman, mais pas peur de la perdre. Ça a complètement été tranquille pour toi que ta mère se fasse opérer. Aucun souci de rien du tout. Là, sur ta fille partie il y a 3 ans, c'est pas maintenant que va se développer le cancer, c'est trop loin. Je comprends que ça soit là, mais je me rappelle de rien d'alarmant pour dire ni maman. Ok, rien d'alarmant. S'il y a rien d'alarmant, il n'y a pas d'alarme. Ok, ça c'est dans l'hypothèse où tu es droitière. Quand tu es droitière, ça concerne ton sein gauche. Ok, ton sein gauche pour la droitière, c'est celui qu'on donne aux enfants pour nourrir les gens très très proches, les enfants. Pourquoi? Parce qu'on tient l'enfant avec la main droite, hein, qui est collée au sein gauche. C'est comme ça que ça fonctionne. Euh, alors c'est l'enfant ou la mère qui est concerné. Là, c'est pas ton cas. Bien. On va élargir parce que peut-être que tu es une fausse droitière finalement. Si tu étais gauchère, euh, et que ce soit ton sein gauche, ce serait inversé au niveau des ressentis. Et ça serait de l'inquiétude pour tes compagnons, tes frères et sœurs, ceux autour de toi. Le mari, le compagnon, les frères, les sœurs. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans ta famille? Ah, attends, j'étais inquiète pour ma maman, mais pas pour sa vie. Ah, on revient sur l'opération de la vésicule biliaire de ta mère. Je suis parti près d'elle, mais je savais que l'opération allait bien se passer. J'étais inquiète pour ma maman, mais pas pour sa vie. Ça veut dire quoi, inquiète pour elle, mais pas pour sa vie? Tia, en avril l'année dernière, était hospitalisée. J'étais beaucoup stressé. Là, c'est plus. Mais c'est l'année dernière, c'est bizarre. Elle était hospitalisée pourquoi en avril, ta fille? Et du coup, qu'est-ce qui.
faut que je saisisse le fil. L'idée, pendant qu'on discute là, c'est de faire retrouver à Tia un événement stressant, c'est le mot qu'on va utiliser, enfin qu'elle va utiliser, je pense, qu'elle a utilisé d'ailleurs là avec, ouais, j'étais beaucoup stressé. C'est de faire ressentir à Tia, pardon, à Tia, non, à Maria, quel était le grand stress autour de sa fille n'a pas assez à manger, elle va pas assez la nourrir. Puisque le sein sert à allaiter, allaiter c'est pour nourrir, on nourrit un enfant pourquoi? Pour qu'il grandisse, ou quand il est malade. D'accord? Et là, elle a été opérée, elle est malade. Sa mère aussi, peut-être qu'il y a un lien entre Tia et la maman. C'est ce que je suis en train de chercher. Parce que la mère hospitalisée dans la période que je nomme, donc juste avant la déclaration du cancer, ça peut ramener l'émotion de Tia l'année dernière. On va regarder ça avec Maria. On est sur de l'hypothèse, on fait comme Sherlock Holmes, on cherche une piste. On va savoir qu'on est sur la bonne piste quand Maria a une émotion. Je vais poser à un moment une question peut-être très simple, et là, pouf, ça va la toucher. En fait, cette émotion que je vais aller toucher, c'est comme si je faisais le tour de la barrière consciente, de rigueur, de déni presque, que le conscient met autour, pour aller, pouf, toucher le sujet derrière. Et j'ai une petite idée, je fais des hypothèses, je regarde. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse concrète. Mais Maria a vécu quelque chose de stressant, beaucoup stressant l'année dernière en avril, pour sa fille hospitalisée. Et là, sa mère se fait re-hospitaliser. Ce que j'ai compris, ce que j'ai pas de date d'opération de vésicule biliaire, à la même époque cette année, et le cancer arrive, 3 mois après. Ça se pourrait que c'est un lien. Mais c'est Maria qui va nous dire. Il faut faire des petites phrases, Maria, parce que en plusieurs fois peut-être, des petites phrases, parce que là, on est tous suspendus à ton clavier. On voudrait bien que ton clavier tape plus vite, pour qu'on puisse avoir la réponse plus tôt. Mais on va attendre. Alors, bien sûr, pour Maria, c'est pas évident, hein. Elle nous parle en public de choses qui la touchent. Alors, Tia avril 2018, pendant novembre 2018 et cancer juillet. Novembre et juillet. Dans ce que j'ai lu sur ces cancers triple négatifs, difficile. Diagnostiqué à un stade avancé. Ça veut dire qu'il a pris le temps de se manifester. Donc on va rester là-dessus. On va rester là-dessus. On va prendre ça. Du coup, est-ce qu'il y a un lien entre l'opération... Quel lien? Non, c'est pas est-ce qu'il y a un lien, je pense qu'il y en a un, mais on va le vérifier. Quel lien tu fais entre entre ce que tu as ressenti pour ta fille opérée et ta mère opérée? C'est quoi le lien entre les deux? Ça serait quoi le lien entre les deux? S'il y avait un lien entre ces deux ressentis, le ressenti où tu es beaucoup stressé de Tia qui se fait opérer et presque tout va bien pour l'opération de ta mère en novembre. On est sur une détection en juillet, et juillet ça fait 6 mois, ça fait janvier. C'est un peu long pour une déclaration de cancer, mais voilà, je ne suis pas cancérologue non plus et je ne peux pas estimer ça. On cherche quelque chose avant.
Il y a deux choses concernées coup sur coup sur des personnes que le décodage nous propose d'aller regarder de près, c'est-à-dire la mère et la fille. On a deux opérations chez la mère et la fille qui interviennent voilà, dans l'année avant le cancer. Donc, c'est quoi le lien émotionnel? Ah, que toutes les deux sont loin, je me sens responsable pour toutes les deux. Tu es donc responsable pour ta mère, Maria, et responsable pour ta fille de 21 ans. C'est ça que tu es en train de me dire? Tu te sens responsable et tu vas donc voir ta mère. Est-ce que tu as pu aller voir ta fille pendant cette opération? Ou peu importe. Peu importe. Tu te sens responsable pour toutes les deux. Ça devient intéressant. Euh, ça veut dire que tu prends en charge ta mère. C'est ça que j'entends. Je sais pas si c'est le bon mot. Bah, c'est peut-être pas le bon mot, c'est celui que tu as utilisé en premier. Donc, pardon, je suis obligé de prendre celui-là. C'est celui que ton inconscient nous donne en premier. Je me sens responsable pour toutes les deux. Quand on est maman, alors moi je suis papa, je peux dire pareil en tant que papa, mais concerné, oui. Mais c'est l'implication qui est le problème. D'accord? Euh, Émotionnellement, tu prends en charge ta famille. Voilà. Donc, tu es impliqué. Tu es impliqué émotionnellement. On est d'accord avec ça? Si tu es impliqué émotionnellement, qu'il leur arrive des choses pas confortables aux deux, tu es maman. Ok. Tu es maman de cette petite fille qui part loin de toi en Écosse pour faire ses études. Ta mère est loin de toi, les deux tombent malades en même temps. En même temps, c'est pareil, hein, avril et novembre. Qu'est-ce qui se passe en avril pour Tia? Je pense que c'est là que ça débute. Impliqué émotionnellement. Tu stresses beaucoup pour ta fille, mais tu es relativement calme pour ta mère. Sauf que c'est la deuxième personne que j'ai citée au début, hein, soit la femme, soit la fille, soit la mère, qui est intéressée par ça. Maintenant, pour éliminer les autres, parce qu'il faut éliminer cette hypothèse-là, on travaille par élimination, euh, est-ce que tu es concerné, est-ce qu'émotionnellement tu prends en charge tes frères, ton compagnon, etc., de la même façon? Bien, donc ta fille t'appelle en pleine nuit pour dire qu'elle a du sang quand elle tousse. C'est super sympa comme nouvelle, il y a de quoi flipper à mort. Ok. Qu'est-ce que tu ressens quand elle t'appelle? C'est ça. C'est vieux, d'accord, mais qu'est-ce que tu ressens quand elle t'appelle? Oui, tu prends en lien, en charge tout le monde. On est sur du chat avec 10 secondes de retard, je suis désolé. Ok. Euh, Comment je vais dire ça? Qu'est-ce qui est arrivé pour éliminer complètement les collatéraux, c'est-à-dire tes frères, sœurs, compagnons, etc. Qu'est-ce qui est arrivé de dramatique sur la même période à tes compagnons, frères, sœurs, collatéraux? Rien? Oui ou non? La panique et l'impuissance. Ok. Tu ressens la panique et l'impuissance quand
Ta fille t'appelle, c'est complètement normal, ok. La peur, ouais. On est d'accord. Je suis désolé, je suis parti sur un autre sujet entre-temps et c'est un peu les délais de Zoom qui font ça. Impuissance. À vous tous dans le public, là, une mère, ça nourrit son enfant, on est d'accord? La seule chose qu'une mère biologiquement puisse faire pour son enfant quand il est malade, c'est quoi? Frère jumeau divorcé en 2018, janvier. Voilà. Et donc, on a une belle dose de plaisanterie. J'ai eu un 2018 pas stressant du tout. Parce que quand ton frère jumeau divorce, c'est stressant pour toi. D'accord? Tu prends vraiment tout en charge, là. C'est pas un peu lourd, tout ça, quand même? Les autres. Qu'est-ce qu'une maman peut faire quand son enfant est malade à l'autre bout du monde? À l'autre bout du monde. Pas c'est le bout du monde, mais c'est déjà l'Écosse. Et l'Écosse, pour certains, c'est le bout du monde. En tout cas, loin et pas à côté. Et qu'est-ce qu'elle peut faire quand cet enfant est là? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire, cet enfant, cette mère? On est arménien, c'est stressant pour toute la famille. J'entends. J'entends, mais c'est toi qui prends en charge la famille. Prendre l'avion. Et Ghislaine, quand tu prends l'avion, ça change quoi pour ta fille? Non, dans l'instant là, émotionnellement, qu'est-ce que tu as envie de faire pour ta fille? Prendre l'avion pour aller la serrer. Ouais. Maria, quand tu as peur pour ta fille, qu'est-ce que tu as envie de faire immédiatement le plus possible pour faire quelque chose pour elle? Le pire, c'est quand tu veux prendre l'avion et ta fille décide de gérer seule parce qu'elle est forte. C'est pas mal, ça. Donc, quand ta fille décide de gérer seule parce qu'elle est forte, qu'est-ce que toi, biologiquement, tu peux faire pour elle? Ou qu'est-ce que tu voudrais faire? Un truc qui n'a pas de sens, qui n'est pas logique du tout, mais comment tu peux jouer le rôle de mère? Si on trouve l'émotion, on ira vérifier dans la durée ce que ça donne. L'appeler, la soutenir, ouais, et biologiquement, avec ta biologie. Je vais dire autrement, Maria, pour parler biologie. Quand ton enfant est tout petit, 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 et qu'il est malade, quel est ton réflexe de maman quand il est malade? Ton réflexe de maman, ton réflexe biologique de maman quand ton enfant est malade, c'est quoi? Non, pas à distance. Quand ton enfant, tout petit bébé, est malade, quel est ton réflexe de maman? Prendre dans mes bras, faire des bisous. Ok. Quoi d'autre?
Qu'est-ce que vous, les mamans, vous faites quand votre bébé est malade et qu'il pleure dans vos bras? C'est quoi votre réflexe? Votre réflexe pour vous sentir utile à quelque chose, votre réflexe pour faire quelque chose, votre réflexe pour je ne sais quoi, la mettre au sein. C'est ton réflexe, Maud? Donner à manger. C'est ton réflexe, Ghislaine? Maria. Est-ce que toi aussi, comme les autres mères, Maud et Ghislaine, ton réflexe quand ton bébé pleure et est malade, c'est de le mettre au sein? Non. Toi, tu ne le mets pas au sein. Pas si je sais qu'elle a mangé. Est-ce que ta fille se nourrit bien quand elle est en Écosse? Hmm. Comme les ados. Cette année, ça va mieux, elle cuisine, donc ça allait pas. Donc côté nourriture, c'était pas ça. Ok. Bon, on est devant une porte, Maria, qui est la porte de Facebook. Et, et voilà, au bout d'une heure, un peu moins d'une heure, on arrive devant cette porte-là. Euh, T'as peur qu'il lui arrive quelque chose, t'as peur que ce soit grave. C'est elle qui veut gérer, donc elle t'empêche de venir. T'es impuissante, t'es à distance. Euh, Si tu sais que ton bébé a mangé, tu ne le mets pas au sein. D'accord? Alors, les deux femmes sur celles qui étaient là mettraient leur bébé au sein. Ok, c'est le réflexe. C'est pas le tien, visiblement, mais toi, tu as besoin d'analyser si tu sais qu'elle a mangé ou pas. Donc, euh, la porte de Facebook nous empêche d'aller plus loin. La barrière de Facebook nous empêche d'aller plus loin. Euh, dans mon expérience, dans l'expérience de ceux qui ont étudié les cancers du sein des canaux galactophores, il y a un immense stress à ne pas pouvoir nourrir correctement son enfant. Là, elle est éloignée de toi. Ok, elle se nourrit mal, comme une ado. C'est pas top. Tu peux rien faire dans la nuit. Elle t'empêche de venir. Euh, Il y a ça qui se passe. Avant ça, tu étais stressé déjà. Enfin, le stress était monté un petit peu parce que ton frère divorce. Là aussi, ok, je le respecte. Je regarde un peu bizarrement. Pour moi, c'est bizarre, mais j'entends. Et ensuite, en novembre, c'est ta mère. Opération vésicule biliaire. Donc, ça fait beaucoup de stress autour de ça. Et si tu es là pour t'occuper de ta famille, il se peut que le stress principal ressorte sous forme de cancer du sein. J'ai pas assez, je peux pas assez explorer et je peux pas explorer ton émotionnel en direct, mais euh, si je te disais que la seule solution biologique, inconsciente, que tu as eue pour
ta fille qui t'appelle en toussant dans la nuit, c'est d'éveiller ton rôle de maman. Et ton rôle de maman, c'est nourrir avec ton sein. Et pour mieux la nourrir avec ton sein, pour être sûr qu'elle ne meure pas, c'est bien ça le truc de l'émotionnel, pour être sûr qu'elle ne meure pas, tu vas devoir utiliser des cellules immortelles de cancer. C'est une hypothèse. Je t'invite à voir comment ça résonne et comment ça mûrit chez toi les prochains jours. Et du coup, si ça te parle, à te rapprocher de gens qui travaillent en décodage biologique dans ton coin, de façon à arriver, à sortir cette émotion-là, à l'exprimer, pour que tu puisses avoir l'expression émotionnelle de ça, pour que ça arrête d'être une expression biologique. Toujours dans la théorie de décodage biologique, tout ce qui n'est pas exprimé émotionnellement va s'imprimer dans ta biologie, et là, c'est imprimé dans ton sein gauche, le sein gauche qui sert chez une droitière à nourrir son enfant ou à s'occuper de sa mère. Tu dis, je suis sûr qu'il y a une piste là-dessus. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es sûr? Est-ce que tu sens l'émotion qui, on va dire l'émotion qui commence à monter quand on parle de nourrir ta fille? C'est ça qui est intéressant. Nourrir, c'est une maman, son premier rôle biologique pour son enfant, c'est nourrir. D'accord? Le papa, son premier rôle biologique, c'est protéger. Il est là, il fait rempart de son corps, il protège. La maman, elle est là, elle nourrit. C'est le premier rôle biologique. Donc, quand je te dis ça, est-ce qu'il y a une histoire de premier rôle de maman biologique pour ta fille qui, quand elle t'appelle dans la nuit en toussant du sang, vient se réveiller? Si tu rajoutes la petite dose de ton frère avant, parce que je pense que la dose est plus petite, plus l'opération de ta mère derrière, oui, il y a beaucoup d'émotions liées à ta fille, est-ce qu'elle a vécu? Tu fais les deux. Ok. Bon. Bah oui, tu fais papa et maman, malheureusement, comme beaucoup de mères célibataires. Et du coup, il faut que ta fille soit forte, puisqu'il n'y a pas de papa pour la protéger. Et c'est le problème des papas défaillants. Ou en tout cas démissionnants, ou on peut appeler ça comme on veut. Alors, ça, tu as 44 ans. Deux dernières questions. Allez, on va arrêter là-dessus après. Tu as 44 ans. Qu'est-ce qui se passe quand tu as 22 ans autour, 22 ans, hein, c'est précis, autour de la peur de perdre ta fille? On va voir s'il y a une piste qui va plus loin. 22 ans, est-ce que tu as une peur de perdre ta fille à 22 ans? Toi, à 22 ans, tu es en 75, donc en 97. À 22 ans, ta fille n'est pas née, puisqu'elle a 21 ans maintenant. Ok. À 22 ans, la peur de perdre ta mère, du coup. Ou quelqu'un de proche de ta famille, parce que tu t'occupes de tout le monde. Qu'est-ce qui se passe en 97 dans ta vie que tu as peur de perdre? Ça va être encore plus large que ça. C'est quelqu'un de proche, hein, d'affectif très 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 proche, il faut que tu nourrisses. Nourrisses symboliquement en tant que mère. Oui. Super fatigué. J'ai posé plein de questions il y a 15 secondes, mais je ne me rappelle plus des questions que j'ai posées dans le désordre. Rien pour personne dans ta famille. Tout le monde est en bonne santé, rien, tout va bien. Ok. Quand tu as 11 ans, Maria, qui est-ce qui meurt autour de toi quand tu as 11 ans?
Non, pas une conception de sa fille, puisque le 44-21, ça fait 23 ans. Ah. Ton grand-père maternel, qui meurt quand tu as 11 ans, comment tu es touché? Non. Comment ta mère est touchée par le décès de ton grand-père maternel et comment ça te touche toi indirectement? On est sur le sujet. C'est comment ta mère est touchée. Parce qu'en fait, tu t'occupes de ta mère, là, aujourd'hui. C'est elle qui fait le dernier événement en novembre 2018, qui est vraiment dans les délais les plus proches, pas Tia, mais elle. Ton grand-père maternel meurt quand tu as 11 ans. Voilà. Elle est dévastée, enfant unique. Donc ta mère est dévastée quand tu as 11 ans, qu'est-ce que tu fais? Tadam, tu t'occupes d'elle. Non, c'est à partir de là que tu t'occupes d'elle, que tu leur remontes le moral, que tu la sauves, entre guillemets. Pourquoi? Parce que ça se passe à 11 ans, ça programme quelque chose, tu deviens sauveuse de ta mère. À 22 ans, il ne se passe rien. Et à 44, ta mère, ta fille, va éveiller quelque chose chez toi. Ok, c'est une chose, mais visiblement, c'est trop vieux pour que ce soit le cancer. Ce cancer-là, pour moi, il vient de ce qui va se passer pour ta mère, où tu te réinquiètes pour elle, où tu reprends ton rôle de sauveuse, puisque à mon avis, j'ai pas la réponse encore avec le différé, mais à mon avis, tu l'as sauvée quand tu as 11 ans. Sauvée dans le sens émotionnellement sauvée. J'étais super touché de m'avoir un moment très triste, mais j'ai pas l'impression de l'avoir sauvée. Ok, je prends la réponse. C'est la tienne. Globalement, quand maman est très très triste, on est très très touché, et on est sage, et on est gentil, et on lui fait plus de câlins parce qu'elle est triste, et qu'il faut pas la rendre plus triste que ça, il faut la rendre heureuse, etc., etc., etc. 22 ans, c'est pas l'âge où tu rencontres le père de ta fille à 22 ans? Nom de chien. On va aller plus loin. Si t'as le temps, on va aller plus loin. Parce que j'ai des pistes qui mûrissent, des hypothèses qui mûrissent là. À 22 ans, c'est à peu près l'âge, je pense, hein, où tu vas rencontrer le père de ta fille, et le père de ta fille va venir remplacer ton grand-père. Comment? Bah avec ces dates. Je vais te demander de regarder 96, tu le rencontres, ok. Je vais te demander de regarder les dates. Oh, c'est ça. Je, ça sent ça fort. Je vais te demander de regarder les dates de ton grand-père. Quand est-ce qu'il est né? Quand est-ce qu'il est décédé? Les dates précises. Et tu les compares avec les dates du père de ta fille. Tu le maries, tu te maries avec lui à 22 ans. Donc c'est bien ça. Tu le fais rentrer dans ta famille symboliquement à 22 ans. Et je suppose qu'il vient remplacer le père de ta mère parce qu'il porte les mêmes dates que lui. Et à 44 ans, boum, ta mère est en danger, même si rationnellement tu dis non, c'est bon, ça va bien se passer, mais n'empêche que tu vas la soutenir. Donc si rationnellement ça va bien se passer, mais que tu crains rien du tout, tu restes chez toi, tu te fais opérer et tout va bien. Tu n'as pas besoin d'aller en Arménie. Tu vois un petit peu la différence. Grand-père né le 16 octobre, décédé le 21 janvier.
À quelle date tu te maries? Papa de ta fille né début juillet. À quelle date? Grand-père né le 16 octobre. Comment il s'appelait ton grand-père? On commence à monter en... On est encore en décodage, hein. Mon ex-mari a pris la place de mon frère jumeau qui est parti étudier en Grèce. D'accord. Ça, ouais, ça c'est pour toi en local. Ah, mais par rapport au grand-père, je pense qu'il y a un rôle parce qu'il vient au double de l'âge où, enfin, tu l'épouses au double de l'âge que tu as quand ton grand-père maternel meurt. J'aimerais juste vérifier ça. Le papa de ta fille, je sais plus, 6 ou 9 juillet, tu me rappelles la date de résultat de tes examens pour ton cancer? À mon avis, il y a un lien avec lui, hein. Il y a un lien avec lui. Début juillet. Allez, on va jusqu'au bout. Les prénoms de ton grand-père et prénoms de ton ex-mari. Coren. Comment ce grand-père Coren, tu le traduis en français? Est-ce qu'il y a une traduction en français de Coren? Pas sûr, hein. Oui, bingo 9 juillet, oui, j'avais retenu le 9 juillet. Quels sont les prénoms de ton ex-mari? Parce qu'il y a les fêtes des prénoms qui vont compter. Alors, t'es arménienne, c'est peut-être pas le même calendrier que nous. Sûrement pas d'ailleurs. Euh, on va voir. Beaucoup d'émotions négatives aussi liées avec lui. Ok. Ton grand-père Corinne, ton ex Fabien. Fabien, qui se fête le 20 janvier. Tu épouses un homme dont la date se fête à un jour de la date de décès de ton grand-père. Euh, tu développes ton cancer. Oui, il manque la date du mariage. Bien vu, Christine, encore. J'allais revenir dessus. Tu développes ton cancer à 44 ans, le double de l'âge du mariage. C'est ton ex-mari, tu es séparé de lui. Tu t'occupes de ta fille toute seule depuis ce temps-là. Tu prends en charge tout. Non, mais voilà. On tourne dans le même sujet, hein. Je ne peux pas faire vraiment d'émotionnel avec toi parce que tu n'es pas en face en direct. Mais voilà, toi, tu n'as pas de fête de prénom, ouais. 5 avril en Arménie et fin août en France. Le 5 avril, le 16 octobre. Décédé 21. Né le 16 octobre, en plus ton grand-père il est conçu le 16 janvier. Corinne. Corinne, ça ne traduit pas, tu m'as dit. Ok. Il y a un lien avec le grand-père de ta mère et ce que tu as vécu quand il est décédé. Dernière question et je te lâche après ça. Est-ce que tu penses clairement
que ta mère a fait le deuil de son père aujourd'hui? Question bizarre, hein? Parce qu'il a fait quand même 22 ans qu'il est mort, même plus, 33. Question bizarre, mais est-ce qu'elle a fait le deuil de son père? Ok, Corinne de Corps, du minute N, petit soleil, donc ça n'a rien à voir avec Fabien, ni avec un prénom français qu'on pourrait adapter. Merci Maud. Il y en a qui travaillent avec moi, c'est cool. Donc, ma dernière question, qu'est-ce que j'ai posé comme question? Je ne sais plus, mais tu vas y répondre. Oh mince, le poisson rouge. C'est pas. Ah mais ça m'aide pas parce que je sais plus ma question que je te posais. Je sais plus. Ah, est-ce qu'elle a fait le deuil? Tu sais pas si elle a fait le deuil. Elle est capable d'en parler sans avoir d'émotion de son père? Est-ce qu'elle est capable d'en parler sans avoir d'émotion? Pardon, excuse-moi, j'ai 15 secondes de retard pour lire tes réponses et je pédale un petit peu. Pardon. Ok, elle est capable d'en parler. Donc, à voir. À voir ce que la petite Maria a stocké comme émotion à 11 ans quand son grand-père maternel décède et que sa maman est super terrassée, ravagée, tu as dit, anéantie. Et qu'est-ce que toi, tu ressens vraiment au fond de toi quand elle a son problème de vésicule biliaire qu'il faut la faire opérer, que tu te fais le voyage Belgique-Arménie pour être présente. Je ne suis pas d'une famille arménienne, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un peu... voilà, c'est peut-être un petit peu trop par rapport à ce que j'ai moi l'habitude. Mais, ok, j'entends. Je t'invite à fouiller tout ça, Marie, parce que il y a des concordances de dates. 9 juillet, 9 juillet, 11 ans, 22 ans, 44 ans, c'est tout comme ça. C'est un peu trop logique pour être hasardeux, tu vois ce que je veux dire. Euh, donc, je te repose une autre fois la question, parce que je ne pense pas que tu as répondu à celle-ci. Est-ce qu'il y a un semblant d'émotion, de dérangement, de quelque chose qui titille au fond quand je te dis que ton inquiétude pour ta fille a pu entraîner le besoin de t'occuper d'elle, de te suroccuper d'elle, que quand tu as eu l'annonce de la maladie de ta mère qu'il fallait opérer, il n'y a pas eu quelque chose à l'intérieur qui a resserré encore un petit peu, et là, il a fallu que tu ailles la voir pour vraiment t'occuper d'elle. Et voilà. Mon grand-père était mon exemple masculin, et le perdre était très dur pour moi. Manu Pereira, elle a voulu être enterrée avec lui. De qui on parle, Manu? Je sais pas. Je sais pas, ça débarque d'où, ça? Ok, peu importe. Mon grand-père était mon exemple masculin et de le perdre était très dur pour moi. Ok. Je ne peux pas aller plus loin, ça fait 1h30 qu'on y est, mais c'est intéressant. Ok. Merci Marie, en tout cas, d'avoir répondu à ces questions. Si ça te parle, je vais aller voir ma maman parce que je suis sa fille et que les hôpitaux ne sont pas comme ici. Ok. Tu as besoin de quelqu'un près de toi. Ok. Je ne peux pas parler de ça, je ne connais pas effectivement. Je te remercie pour toutes ces questions et moi je te remercie pour toutes tes réponses surtout.
Je t'invite à regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi dans cette hypothèse-là où, ben, ouais, tu t'inquiètes pour ta mère, en fait, et pour ta fille, et pour peut-être un petit peu trop de monde, et que toi, ben, ouais, tu passes après tout le monde. Non, non, tu m'as pas monopolisé, c'est fait comme ça et c'est fait pour ça. Il y a juste personne d'autre qui a parlé de son cancer du sein. Ben, ma foi, tant mieux, tu es tout le temps pour toi. Moi, ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelqu'un qui parle vraiment de son sujet, qui parle vraiment de ses émotions et de ses ressentis. Et quand tu m'as dit, je suis sûr qu'il y a quelque chose à creuser là-dessous, je pense que oui, il y a des choses à creuser. Et si tu as besoin d'autres enseignements, euh, ou de discuter, ou de revoir ça avec moi, je me tiens à ta disposition. Et, euh, et puis voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette longue émission de ce soir, mais très intéressante sur un sujet sensible. Et merci à vous. À la semaine prochaine. Ce live sera rediffusé, reposé, pardon, sur ma page web. Il va y rester d'ailleurs. Et il sera épinglé sur ma chaîne YouTube dès que je l'aurai téléchargé. Je vous remercie à tous. À la semaine prochaine, lundi 20h30. J'aurai fait un nouveau stage, pas nouveau, pardon, séminaire de formation TEFT avec 3 élèves hyper intéressés et dont 2 vont venir me soutenir sur le stage Se trouver soi-même en janvier. Et je suis très content qu'elles le fassent pour leur formation et, et pour le plaisir de participer à cette excellente, excellente semaine, j'allais dire, mais non, il y a 4 jours. Excellent travail. Bien, ce coup-ci, merci. À bientôt pour un autre sujet. Réfléchissez-y avant, comme ça, on pourra choisir encore plus vite. Bonne soirée à tout le monde et merci à vous de votre attention.